L'intelligence artificielle a beaucoup fait parler d'elle en 2020. Il n'y a pas de raison que ça cesse en 2021. C'est de nouveau OpenAI qui fait parler, alors cette fois-ci pas de GPT-3, mais de DALL-E. Alors apparemment c'est un jeu de mots avec Wall-E. Et là, le côté intéressant, c'est que cette IA vous permet de générer des images à partir de texte. On prend un exemple tout bête. Bon, là, le radis, limite. C'est un radis, on a demandé à l'IA de créer un radis qui est en train de promener un chien. Donc voilà, il vous a créé plusieurs images. Là où je trouve la chose plus intéressante encore, c'est quand vraiment ça vous génère des photos. Et là, par exemple, l'objectif, c'était d'obtenir un fauteuil qui a la forme d'un avocat. Bah, franchement, au niveau design, ça pourrait donner des idées à des descendants de Stark. Je sais plus quel est le prénom, je suis obsédé moi par les comics, j'ai failli dire Tony Stark, mais enfin le designer Stark. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. On demande à cette AI de vous créer une devanture de magasin avec le mot OpenAI dessus. Voilà, ça vous crée plusieurs devantures de magasin avec le mot cité. Même chose ici avec ce chat, on demande eh bien, de vous générer à partir de la même image d'un chat différentes images, différents dessins de chat, etc. Bon, c'est pas celui qui m'impressionne le plus, moi celui qui m'a le plus impressionné c'est le fauteuil croisé avec l'avocat et la devanture de magasin. Donc on peut tout de suite imaginer que ça pourrait remplacer par exemple des services comme Getty, hein, sur lesquels en général quand vous avez un blog, vous avez besoin d'une image où vous allez chercher moi quelqu'un qui est en train de sourire avec un ordinateur, bah voilà, vous pourriez très bien taper la phrase en question, ou bien montrer quelqu'un qui est en train de courir sur une piste d'athlétisme en smoking. Vous voyez tout de suite des choses pas franchement faciles à trouver, et cette IA pourrait vous les générer. Alors j'ai lu un article intéressant, et surtout je regardais cette vidéo, alors qui dure 1 heure quand même, donc il faut avoir le temps, mais qui est en train de vous présenter une nouvelle chose sur laquelle l'équipe de React est en train de travailler. Bon, on avait notamment Adam Bramov qu'on ne présente plus, hein, c'est le créateur de Redux notamment. Et cette développeuse que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je la vois, Lorraine Tan, qui a fait une petite démo. Alors, de quoi donc de composants React Server. Alors sur le coup, je me suis dit, oh, bon, ça va encore être du server-side rendering, en fait, finalement, ou une nouvelle mouture. En fait, non, c'est différent. Là, on savait qu'avec React, surtout comme c'est un framework front, enfin une librairie front, tout comme c'est le cas avec Angular ou Vue ou Svelte, l'objectif c'est de pouvoir se créer des applications constituées de différents composants hein, qui sont imbriqués, assemblés, côte à côte, etc. Bon, de créer une application à partir de différents composants. Et bien là, avec React Server, l'objectif c'est de vous permettre de créer des composants mais qui existent aussi bien côté client que serveur. Donc on n'est pas dans le server-side rendering où là, le server-side rendering SSR, donc qui vous générait le HTML propre à vos documents et qui vous les recrachait. Bon, pour des raisons de SEO, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme avantage? Non, oui, de performance pour voir très rapidement, avoir quelque chose qui s'affiche à l'écran rapidement. Et bien là, l'objectif, je vous ai fait une petite capture d'écran et je vais donner un nom kilométrique parce que bon, ça fait partie de la vidéo hein, que vous trouverez en lien. Bon, ce sera celle-ci. Finalement, je vais donner ce nom kilométrique du fait que Dan Abramov, finalement, résumait la chose en disant que l'objectif c'était d'obtenir une application React qui serait finalement un arbre de composants, comme on est habitué. Bon, vous avez le composant racine, puis après il y a des enfants, des petits-enfants, etc. Mais là, ce qui est fou, c'est que vous aurez aussi bien des composants. Alors, je ne sais plus quelle couleur il avait utilisé, hein, je crois que c'était le bleu, forcément, et pour la partie cliente. Vous pouvez avoir des composants qui existent soit côté serveur, c'est le composant marron, soit côté client. Et en fait, vous pouvez très bien vous retrouver avec un composant client qui se retrouve, par exemple, parent de ce composant serveur, et qui pourra recevoir des props donc de ce composant enfant qui lui-même pourra avoir pour enfant un composant client. Donc finalement vous obtenez une arborescence de composants dont certains existeront côté serveur et d'autres côté client et ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment inspirer ensuite d'autres frameworks. L'intérêt étant que pour vos composants côté serveur, eh bien vous auriez le bénéfice finalement de ne pas alourdir avec par exemple des librairies. Donc l'exemple pris c'était que vous avez la librairie DatFunctions, un DatFNS. Eh bien, vous en avez besoin ponctuellement sur un component. À quoi ça sert de surcharger votre application et d'envoyer un bundle qui intègre cette librairie, même si bon, elle est bien nettoyée, ne seront envoyées que les fonctions que vous aurez utilisées de la librairie DatFNS.
Là, c'est d'accord, mais en tout cas, vous l'envoyez quand même côté client. Et l'avantage, c'est que vous pourriez très bien avoir certaines composantes qui utiliseraient des librairies assez lourdes côté serveur pour vous envoyer uniquement un résultat, si on peut dire, plus léger du fait que les librairies tierces utilisées resteront sur le serveur. Elles ne seront pas envoyées par le client. Notre exemple cité, c'était que ça facilitait l'interaction avec un serveur de base de données, par exemple. Donc vous aviez du code propre base de données côté serveur. Donc voilà, les serveurs composants. Alors attention, c'est absolument pas prêt pour la mise en production. L'approche assez originale, le but c'est de montrer ce sur quoi ils travaillent en ce moment et de vous montrer l'évolution au fur et à mesure. Plutôt que de se retrouver à attendre 6 mois, 1 an que le produit fini sorte. Bon là, toujours sur React, on est plus dans l'anecdotique, hein. Là c'est vraiment le gros truc, mais juste pour vous montrer que c'est toujours agréable. Moi j'aime toujours bien aimer les petits toasts. Donc voilà, une petite librairie de toast, est-ce qu'elle est en V1 ou pas, où j'ai bien l'impression que c'est... Et donc bon, elle est toute simple à utiliser, vous l'installez, hein, yarn add React Hot Toast, puis ensuite pour l'utiliser, vous utilisez simplement un component. Et pour commencer à toaster, eh bien, il vous suffit d'appeler la fonction toast. Donc vous avez plusieurs échantillons, hein, voilà, là c'est en cas de succès, ça vous affichera un toast de promesse, voilà, c'est en cours, ah, ben, ça n'aurait pas marché, enfin bah, c'est message, hein. Un petit emoji, voilà, du contenu du JSX dans le toast, etc., etc. C'est bien fait. Et en plus, bon, vous avez des options également pour pouvoir contrôler la position, top center par exemple, ce serait au milieu, au centre, ou sinon top left, voilà, on peut prendre top left, ça afficherait, nos exemples s'afficheraient à gauche, top right en haut à droite, etc. Vous avez compris le principe, c'est très intuitif. Je vous rebaliserai suffisamment avec RxJS. Eh bien, RxJS, comme je le disais, c'est souvent associé à Angular parce que Angular a intégré RxJS dans son framework, mais c'est absolument pas propre à Angular, c'est simplement Angular qui l'a ajouté à son framework. Eh bien, vous pouvez utiliser RxJS, comme je vous le dis souvent, avec du React, avec du Vue ou avec un Vanilla JavaScript. Et bien là, c'est un projet qui s'appelle Juliette qui vous permet d'utiliser RxJS dans le contexte de React. C'est la même logique que ce qu'on les développeurs Angular connaissent avec NGRX, hein, qui est l'équivalent de Redux pour Angular, qui utilise les RxJS. Bon, là c'est la même chose. Donc ce sera l'utilisation de l'équivalent, enfin d'un genre de Redux, mais qui utilise massivement RxJS. Voilà, donc si RxJS vous tente, ou si vous voulez apprendre, je vous rappelle hein, que j'avais fait une vidéo sur RxJS, ainsi qu'une playlist, hein, n'hésitez pas à la consulter. Si vous avez envie de jouer avec RxJS dans le contexte de React et d'un state management assez sophistiqué, hein, du même ordre que Redux, vous pouvez le faire avec Juliette. Alors cet article, ce très long article, eh bien, vous permet d'en savoir un peu plus sur un mouvement de fond qui se passe depuis quelques années et qui s'accélère en ce moment, ou en tout cas qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est le fait d'essayer de faire en sorte que le web devienne une plateforme aussi riche, et même pour certains qui voudraient que le web réussisse à concurrencer presque totalement les applications natives, donc en ajoutant de plus en plus d'API qui peuvent contrôler des choses qui normalement sont absolument pas accessibles depuis un navigateur web, dont notamment du matériel USB connecté à votre port USB, contrôlable bien, depuis une application web, ce qui est d'un point de vue sécurité est une hérésie totale. Donc c'est sur ce point-là que s'appuient les gens qui ne veulent pas, qui résistent, en l'occurrence c'est Apple, donc ceux qui poussent le plus dans la direction de développer de plus en plus d'API intégrés dans le navigateur, eh bien, c'est Google. Et donc il y a vraiment un souhait de pousser les PWA, de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par des stores. Et évidemment, ceux qui résistent, c'est Apple, puisque eux, ils adorent verrouiller les choses. Bon, vous avez dû voir passer cet été la bagarre qu'il y a entre Apple et... Alors je ne sais plus comment s'appelle l'éditeur de Fortnite, mais enfin en tout cas c'est un gros éditeur de jeux vidéo qui est en train de se fâcher avec Apple parce qu'ils ne veulent plus céder 30% de commission exigée par Apple. Donc voilà, vous avez ces deux mouvements. Alors d'un côté, si on résume, c'est Google qui pousse pour que soient intégrés dans Chrome un maximum de nouvelles API qui permettent de contrôler de plus en plus de choses, dont notamment le port USB, c'est ce qui a fait couler le plus d'encre, et qui rendrait donc du coup presque obsolètes les applications natives, puisqu'on pourrait finalement tout faire après depuis nos applications, nos PWA, et une application web qui finalement demanderait simplement à l'utilisateur s'il est d'accord pour qu'on accède à son port USB, à tel périphérique connecté à un port USB, ou au système des fichiers, enfin en fait ils veulent rendre vraiment quasiment tout votre système d'exploitation
accessible via l'intermédiaire du web. Bon là je simplifie énormément, parce que quand vous avez vu la taille de l'ascenseur, c'est forcément simplifié. Ça vaut le coup de jeter un œil à la chose, parce que c'est vraiment une bagarre, je pense qu'il va durer un certain nombre d'années. On est en plein dessus, voilà. C'était donc cette fameuse web USB, hein, donc, qui a fait le plus parler. Bon, il y a ce fameux projet Fugu, hein, qui lui pousse à ce qu'il y ait de plus en plus d'API web qui nous permettent de contrôler. Bon, alors, vous savez, on est habitué au fait que quand on va sur un site, il nous demande si on accepte d'être géolocalisé. Bah, ça nous choque pas. Ou si on accepte que notre webcam soit activée pour pouvoir, par exemple, lancer un chat vidéo, ça nous choque pas. Vous avez vu, bah là, on aurait de plus en plus d'autorisations qui seraient demandées pour des choses qui sont absolument pas accessibles de nos jours. Et donc, si ce bras de fer se retrouve gagné par Google, eh ben, on verra de plus en plus, finalement, le web, voilà, je cherchais l'expression, que le web deviendrait de plus en plus une méta-plateforme. À l'opposé, vous avez Apple et Mozilla qui résistent. L'argument des failles de sécurité qui seraient immédiatement exploitées tient la route. Bon, on se doute bien qu'avec Apple, c'est quand même beaucoup l'argument en fait, de ne pas laisser des gens qui d'ordinaire publieraient sur leur store, eh bien, seraient du coup moins tentés de publier sur un store, puisqu'ils pourraient très bien avoir des applications qui feraient la même chose qu'une application native sans passer par un store. Ça, on sent bien que ça les chiffonne. Et Mozilla, comme c'est expliqué ici, a plus tendance à tendre du côté d'Apple. Voilà, si les design patterns vous intéressent, alors ils ont rien de nouveau, et c'est ça qui est bien finalement avec les design patterns, tout comme avec les algos. L'intérêt, c'est que vous n'êtes pas sans arrêt en train de courir après la nouvelle techno du moment. Là, c'est simplement quelque chose qui vous montre et vous détaille les design patterns creational, donc ceux qui vous permettent de créer les objets les plus courants et vus dans l'environnement de Node. Bon, vous reconnaîtrez évidemment le bon vieux singleton. Ça fait un moment que j'en entendais plus parler ces temps-ci. Bon, le factory, ce qui vous permet de créer une factory qui ensuite vous génère les objets que vous lui demandez. Le builder qui vous permet généralement de chaîner. Vous pouvez créer un objet puis ensuite y ajouter en chaînant une fonction. Le fait que ça vous ajoutera quelque chose. Imaginons que votre builder il vous génère une voiture. Après vous ajouteriez le chaînage d'une fonction qui vous dirait est décapotable, et puis ensuite est un autoradio et autres. Bon, le builder vous permet de composer comme une chaîne vos objets, votre objet en tout cas ce que vous voulez générer. Puis bon, le fameux prototype, hein, puisque après tout, JavaScript c'est un langage prototypal. Donc voilà, je vous laisserai consulter la chose. C'est très clair. Bon, dans les langages typés, c'est plus clair encore, parce que là, par exemple, on a le singleton. On voit bien qu'avec le singleton, on vous interdit de faire un new directement sur votre objet. Donc vous voyez bien qu'ici, quand on veut faire un new, ça vous génère une erreur, parce qu'on vous oblige à passer par ce getInstance pour générer une instance, et c'est lui qui teste s'il y a déjà une instance, cet objet qui est créé, il vous la retourne. Si elle n'existe pas, il vous crée une nouvelle instance. Et bien que vous n'aurez qu'une seule instance. Alors qu'avec les langages typés, on voit tout de suite que le constructeur est private, donc vous comprenez tout de suite que vous ne pouvez pas vous en servir. Là, il faut le lire un peu plus attentivement. Donc ce serait sans doute intéressant de le faire en TypeScript pour que les choses sautent encore plus aux yeux. Pour le reste, bon, comme je vous le disais, vous allez vite reconnaître, par exemple, le factory, hein, qui vous permet, en indiquant ce que vous voulez, un type, il attendra finalement 4 arguments, le type, là, pour créer un véhicule, la marque, le modèle, l'année. Là, vous voyez, si le type c'est voiture, ça va appeler pour vous le constructeur de la classe voiture. Sinon, si vous demandez un avion, il vous créera un avion. Sinon, il vous créera un train, un véhicule sur rail. Voilà, c'est un pattern assez connu. Le builder dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet de chaîner des appels à... Voilà, vous avez vu, vous créez votre voiture. Ensuite, vous pouvez ajouter le fait qu'elle est disponible, qu'elle est en stock. Et ensuite, c'est au moment où vous faites build que ça le build. Sinon, vous pouvez indiquer avec cette méthode qu'elle n'est pas à vendre. Et à ce moment-là, vous buildez. Vous voyez, ça se lit très intuitivement finalement après avec le builder. L'intérêt, c'est que toutes les méthodes qui vous sont mises à disposition pour enrichir votre objet, eh bien, elles se chaînent. C'est quelque chose qui est très agréable avec ce pattern, avec le prototype. Bon, là, c'est l'héritage propre à JavaScript. Voilà, comme c'est expliqué ici, qu'un objet hérite d'autres objets. C'est ce qui fait que quand vous allez dans vos outils de développement, vous voyez un objet, vous voyez que vous avez un underscore proto, underscore, et ça vous permet de savoir de quel type d'objet vous héritez. Vous pouvez même voir une chaîne de prototypes. Vous pouvez avoir un prototype qui a hérité d'un autre prototype, etc. Je l'avais dit au moment de la sortie de Vue 3. Vue 3 et sa Composition API s'est beaucoup inspiré des React Hooks. Et bien, voilà, vous pouvez voir quelque chose qui se rend bien à un hook, du simple fait qu'il commence par use. Voilà, use sound. Et ça, c'est un petit composant qui vous permettra d'ajouter du son facilement
à toute partie ou à un composante finalement d'une application vue. Alors comme j'ai mon micro branché, je pense pas que vous entendrez le son, mais voilà, non, moi je l'entends plus, alors que je l'entendais avant d'enregistrer. Donc essayez d'aller sur cette page et tester, vous pourrez voir que vous avez un son qui est joué quand vous cliquez sur les cases à cocher. Et ça c'est fait tout simplement avec ce hook Use Sound qui est fourni par View Use Sound. Je n'ai pas vu comment est-ce qu'on l'installait. Bon, en tout cas, vous pouvez voir que voilà, vous pouvez très bien jouer un son lorsque vous passez, vous savez qu'avec Vue, lorsque vous voulez écouter un événement, vous le faites avec at ou v-on de points. Et donc là, vous voulez écouter l'événement mouse over, l'événement mouse leave. Et quand vous êtes, votre souris passera sur ce bouton, ça jouera un son. Quand elle partira de ce bouton, vous exécuterez la fonction stop. Et voilà, donc vous pouvez voir que ça vous est mis à disposition par UseSound et qui prend finalement le son que vous avez envie de jouer. Là, vous pouvez voir que le son qui va être joué, il pointe vers un MP3. Voilà, c'est très intuitif. Je vous laisserai explorer la chose. C'est toujours sympa d'avoir ce petit niveau d'interactivité tant qu'on n'en abuse pas et qu'on ne pourrit pas une application. Ou surtout qu'on donne la possibilité à l'utilisateur de pouvoir désactiver les sons. Puisqu'on a été sur Vue, eh bien, vous pouvez voir que là, vous avez Albert Brandt qui a créé ce View Context Composition. Et en fait, si vous connaissez React, vous savez que le contexte API, ça vous permet de pouvoir créer un contexte à un niveau assez élevé de votre arborescence pour qu'ensuite vous puissiez accéder à des éléments de votre contexte n'importe où dans les hiérarchies sans être obligé de les passer à chaque fois, à chaque niveau, sous forme de props. Donc voilà, c'est l'équivalent qui a été créé par un développeur Vue. Alors comme avec React, éviter d'utiliser des contextes partout, finalement ça rend la chose moins maintenable, vous savez plus d'où vient une certaine props. Mais pour le reste, c'est très pratique lorsque vous avez envie d'avoir par exemple un petit store, où vous avez un état, un morceau d'état que vous avez envie de rendre accessible depuis plusieurs composantes à différents niveaux de hiérarchie, là ça a du sens. Il est en bêta, mais j'ai toujours bien aimé tout ce qui était drag and drop parce que ça rend tout de suite une application plus conviviale. Et là, alors c'est React. J'ai un peu mélangé mes onglets. Eh bien, alors là, c'est pour React. Vous pouvez installer ce drag and drop kit core. Alors, il est en bêta, mais il va pas tarder à sortir. Je vais sortir du dark mode. Voilà, donc vous avez vu, vous avez petit draggable et vous pouvez le dropper ici même. Donc, un bon petit drag and drop, ça fait toujours plaisir. C'est assez intuitif. Voilà, vous avez vos drag and drop contexte, une zone droppable, et ensuite, bon, voilà, vous pourrez voir la doc euh, qui illustre comment rendre quelque chose draggable et comment rendre une zone droppable. C'est à peine une vingtaine de lignes de code. Ce qui est quand même beaucoup plus facile que quand on a à faire son petit drag and drop fonctionnel et joli en même temps, soi-même. Enfin, cet outil, très pratique quand vous devez débugger, très pratique quand vous avez une grosse application à débugger et finalement vous n'avez pas la possibilité de voir facilement le code JavaScript de manière claire. Et bon, généralement, on utilise un source map qui nous permet de faire le lien entre le code qui est bundleisé, généralement, que vous voyez sur lequel vous avez par exemple une erreur qui se produit, mais c'est impossible quasiment de débugger depuis un fichier qui est minifié et bundleisé. Donc avec cet outil, vous pouvez prendre un source map sur votre PC, ensuite l'uploader ici même, et pouvoir voir la chose unminifiée, si on peut dire, la chose présentée comme elle le serait d'ordinaire dans votre IDE, ce qui vous facilitera votre session de debug. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si c'est déjà fait, et à bientôt.